Que se passerait-il si le cœur que tu t'apprêtes à retirer se remettait soudainement à battre? Voici l'histoire d'un médecin qui risque tout pour sauver une jeune femme que personne ne croit en vie. Le médecin voit que le cœur bouge pendant l'extraction et panique. Après avoir découvert ce qui s'est passé, il appelle la police. Dehors, l'air est encore froid et s'infiltre dans les couloirs de l'hôpital général St. Mary's. Le sol froid résonne à chaque pas. Michael est là, en train de se laver les mains dans l'évier en acier. Le bruit du robinet qui goutte semble remplir toute la salle de vestiaire. Il prend une profonde inspiration. La journée est sur le point de commencer. Il le sait, mais il ressent aujourd'hui un poids différent sur sa poitrine. Ce n'est pas seulement le trac habituel, c'est quelque chose dans l'air, dans la lumière qui entre sans chaleur par la haute fenêtre, dans la main qui tremble un peu lorsqu'il enfile ses gants. Il se regarde dans le miroir et voit les traces de temps de réveil matinaux, de temps d'incision et de décision, mais maintenant, son regard est lourd. Il enfile simplement sa blouse blanche et essaie d'ajuster le col, mais celui-ci semble trop lâche. Il tire fort et respire. Aujourd'hui, il ne se sent pas comme les autres jours. Il murmure une petite phrase, presque sans air. Ça ressemble à une invitation à tout ce qui pourrait arriver, et il ne sait pas ce que c'est. Il marche dans les longs couloirs de l'hôpital, passant devant des dossiers avec... La lumière fluorescente clignote, et Michael ressent soudain un froid étrange, même si sa blouse est fermée. Quelle main froide, pense-t-il. Il passe sa main sur son visage, le secouant comme s'il se réveillait d'un rêve. Au bout du couloir, une porte est ouverte, la porte hermétique de la salle d'opération, l'endroit où tout doit être d'une précision absolue. Michael s'arrête à l'entrée. Il voit les lumières vives et les regards sérieux sur les visages de l'équipe, qui commence déjà à s'installer. Quelqu'un tient un scalpel, un autre range un instrument sur le plateau métallique. Leur silence, semble différent aujourd'hui. Michael prend une profonde inspiration et avance. Il sait qu'il doit entrer, faire ce qu'il fait toujours, prélever des organes. Le brancard est au centre de la salle blanche. La lumière venant d'en haut tombe directement dessus, froide, forte, sans compassion. Les draps blancs sont tendus, la couvrant jusqu'au cou. Seul son visage est visible, jeune, très jeune. On dirait qu'elle dort encore, mais ce n'est pas le cas. Personne ne connaît son nom. Quand elle est arrivée, elle n'était qu'une victime de plus d'un accident de la route, un terrible tonneau. L'équipe d'urgence a dit qu'elle était déjà inconsciente sur l'asphalte. Le rapport parlait de traumatisme, de lésions cérébrales étendues, d'absence de réaction au test, d'absence de signes de conscience, de mort cérébrale. Et ces papiers? Rien. Pas de portefeuille, pas de documents, juste un vieux sac à dos sale posé sur le sol de l'ambulance. À l'intérieur, seulement des vêtements et une lèvre fendue. Personne n'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Personne n'était venu la pleurer. On essaie de ne pas y penser, mais c'est difficile. Elle semblait avoir environ 19 ans. Peut-être moins, la peau claire, mais qui commençait déjà à perdre sa couleur. Sa bouche était légèrement ouverte, ses mains reposaient l'une sur l'autre, si délicate, avec des ongles courts et mal manucurés. Elle avait un bleu-violet sur le bras, peut-être dû à l'impact. Ses longs cheveux brun foncé étaient attachés en arrière, avec un élastique décoloré. Dans le dossier de l'hôpital, un seul mot, inconnu dans le langage des protocoles, suffit. Quand aucun membre de la famille ou tuteur légal ne se présente et que le diagnostic est de mort cérébrale, les organes peuvent être utilisés tant qu'ils sont en bon état, bien sûr. Un corps sans nom devient un donneur. La machine dit qu'il n'y a plus de vie, mais il y a quelque chose qui le dérange, quelque chose d'étrange qui n'a pas d'explication. La jeune femme ne bouge pas, ses yeux sont fermés, mais on dirait qu'ils pourraient s'ouvrir à tout moment. Michael sait que ça ne peut pas arriver, mais même ainsi, une infirmière ne se bouge pas, ses yeux sont fermés, mais on dirait qu'ils pourraient s'ouvrir à tout moment. Michael sait que ça peut pas arriver, que ça doit pas arriver, mais même comme ça, une infirmière s'approche et murmure « C'est prêt, docteur. Tous les tests ont été faits, aucune maladie, tout est parfait, autorisation complète. » Michael hoche simplement la tête sans rien dire. Il s'approche de la civière et regarde attentivement son visage. Elle a une petite égratignure au menton et un pansement sur le côté gauche du front. Il a envie de demander « Qui étiez-vous ? D'où veniez-vous ? Quelqu'un vous appelait-il ma fille ?» Il attrape le bord du drap d'une main et ferme les yeux un instant, la tête baissée, la lourde blouse sur les épaules. Cette fille n'a pas de nom, mais elle a un corps entier, un cœur qui battait encore hier, des yeux qui voyaient le monde. « Pauvre petite », dit-il.
presque sans voix. Les autres préparent la salle, les instruments sont posés sur les tables, tout est propre, technique, rapide, mais à l'intérieur de Michael, tout va lentement, comme si le temps s'était arrêté dans sa poitrine. Le drap est maintenant replié jusqu'à sa poitrine. Son visage semble encore plus pâle qu'avant, incolore, mais ce n'est pas ce qui attire l'attention de Michael, c'est sa main. Il s'arrête, la voit du coin de l'œil, mais n'y croit pas au début. Il regarde à nouveau, se rapproche. Les doigts de la fille sont humides, comme s'ils avaient transpiré. Michael fronce les sourcils. Le reste de son corps est sec, froid, mais ses doigts, il regarde à nouveau, s'approche, baisse un peu la tête, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. « Regardez ici », murmure-t-il presque sans bruit, en montrant discrètement la main de la fille. Personne ne répond. Il regarde l'infirmière, puis l'assistante. Ses yeux cherchent une réaction, mais tout le monde continue à déplacer les instruments, les draps, les plateaux. Ils font comme s'ils n'avaient rien vu, comme s'il s'agissait simplement de sueur ou d'humidité due au nettoyage, quelque chose de banal. Mais Michael ne le ressent pas comme banal, pas avec ce sentiment qui lui remplit la poitrine. C'est comme si le temps s'était arrêté là, comme si tout le reste avait disparu, juste lui, la fille et ses doigts qui rayonnent de vie. Il s'approche, cette fois calmement, sans faire de bruit. Il touche sa main avec son doigt, lentement. Elle est chaude, pas brûlante, mais chaude. Il s'attend à ressentir cette sensation glaciale typique, mais ce n'est pas le cas. Il déglutit. « Cette température est bizarre », dit-il, essayant de partager son doute avec quelqu'un d'autre. Mais rien. Le silence continue, un silence qui crie. L'anesthésiste parle sans lever les yeux. « Tout est conforme au rapport, docteur. » On a déjà vérifié. Michael hoche la tête, mais quelque chose en lui n'est pas convaincu. Une petite voix lui dit que quelque chose ne va pas. Il regarde à nouveau sa main, ses doigts légèrement pliés comme s'il s'apprêtait à saisir quelque chose. Mais ils sont immobiles et trop vivants pour ce qu'ils devraient être. Michael essaie de chasser cette pensée. Il l'a déjà fait auparavant. Il ne peut pas s'attacher. C'est comme ça que ça marche. Le scalpel est dans sa main. Il commence la première incision. La lame pénètre lentement, coupant la peau au niveau de la poitrine. Il effectue le mouvement avec précision, comme il l'a toujours fait, sans trembler. Mais au moment où il ouvre les tissus, quelque chose se produit. C'est subtil, un mouvement minime, mais réel. Le cœur se contracte. Ce n'est pas un spasme, ce n'est pas un réflexe. Michael s'arrête. Le scalpel est toujours en l'air entre ses doigts. Il écarquille les yeux. Le muscle cardiaque devant lui bat clairement. Il recule d'un pas. Le bruit du métal touche le plateau à côté de lui. « Vous avez vu ça ?» La question est posée de manière sèche, directe. Il regarde l'anesthésiste, l'infirmière, l'assistant, mais personne ne dit rien. Ils font semblant de ne pas avoir entendu, ou peut-être ne veulent-ils pas entendre. Michael insiste, sa voix est maintenant un peu plus forte. Le cœur a bougé, je l'ai vu. Mais le silence continue. Quelqu'un fait semblant d'ajuster un tube. Un autre regarde un écran de contrôle. L'un d'eux murmure quelque chose comme « Serait-ce un réflexe électrique, docteur ?» Mais même lui ne semble pas croire ce qu'il dit. Michael regarde à nouveau, attend, les yeux fixés sur la poitrine de la jeune fille. Le battement de cœur revient, mais très faiblement. Il ne peut le voir qu'en regardant de très près, mais il sait que ce qu'il a vu était réel, c'était la vie. Sa main tremble, la sueur coule dans son gant, il sent le poids de la décision qui se forme là. Il y a une seconde, il n'était qu'un médecin parmi d'autres, suivant le protocole. Maintenant, il est confronté à quelque chose que personne ne veut affronter. Le temps semble s'être arrêté. Michael continue de fixer le cœur. Le scalpel n'a plus de sens dans sa main. Il respire bruyamment. L'air ne semble pas entrer correctement. Il ferme les yeux et écoute son propre cœur battre plus vite. Toute la salle l'attendait, mais il ne bougeait pas. À l'intérieur, son cœur battait vite, comme pour lui rappeler qu'il était là, vivant, ressentant, criant. Il a levé la main lentement sans rien dire. Sa voix n'est pas sortie tout de suite. Il s'est juste tourné vers l'équipe et a fait un signe avec les yeux, comme pour dire « Attendez ». L'infirmière a pensé qu'il s'agissait juste d'une pause. L'un des médecins assistants s'apprêtait à prendre un autre instrument, mais Michael Arko a alors parlé, pas fort mais fermement. « Fermez la poitrine maintenant ». La pièce est devenue silencieuse, un silence plus fort que n'importe quelle sirène a rempli l'air. L'un des résidents a froncé les sourcils. « Docteur, que voulez-vous dire par « fermer » Nous n'avons même pas encore commencé. » Michael n'a pas détourné le regard. «
Je vous dis de fermer maintenant. » Sa voix avait un ton que personne n'avait jamais entendu auparavant. L'anesthésiste leva les yeux du moniteur, perplexe. « Mais pourquoi? Que se passe-t-il » Michael passa la main sur son front, prit une profonde inspiration et regarda à nouveau la jeune fille sur la civière, cette fille solitaire sans nom, mais dont le cœur battait. Il ne pouvait pas l'ignorer. « Je ne peux pas continuer. Elle est vivante. » Il le dit comme s'il révélait un secret. La salle réagit avec surprise. L'infirmière laissa tomber un instrument. L'assistant secoua la tête. L'un d'eux parla doucement, presque dans un murmure. « Docteur, si vous arrêtez ça sans raison, ça pourrait être très grave. » Michael le regarda droit dans les yeux, comme s'il répondait avec son âme. « Je préfère perdre ma licence plutôt que de prendre la vie de quelqu'un qui est encore en vie. » Personne ne répondit. L'atmosphère devint tendue. Les professionnels échangèrent des regards. Quelqu'un renifla. Un autre commenta, presque agacé. « Ça va causer des problèmes. » Mais Michael ne changea pas d'avis. Il savait ce qu'il faisait, ou peut-être qu'il ne le savait pas. Il le sentait simplement. Il le sentait avec une force qui enfreignait toutes les règles, tous les protocoles. Ce n'était pas de la folie, c'était une certitude. Cette fille était toujours là, et s'il coupait une fois de plus, il risquait d'éteindre à jamais quelque chose pour lequel il voulait encore se battre. Michael prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis regarda l'équipe. « Si vous voulez me dénoncer, allez-y. J'en assumerai la responsabilité. » L'infirmière commença à refermer l'incision avec hésitation. Michael se tenait silencieusement à côté d'elle, regardant la fille. Ses doigts étaient encore humides, comme pour dire merci. La pièce est devenue silencieuse. Le scalpel a été remis dans le plateau. Les lumières étaient toujours allumées, mais tout semblait avoir changé. Michael savait que cette décision pouvait lui coûter tout ce qu'il avait. Son titre, sa carrière, le respect des autres. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était une vie à l'extérieur. Les couloirs étaient froids. Personne ne le regardait dans les yeux. Ses collègues passaient rapidement, l'évitant, murmurant. Michael entendit l'un d'eux dire « C'est fini pour lui, c'est fini ». Il continua à marcher, il se rendit au bureau administratif. Il demanda à parler au directeur. Il essaya d'expliquer, il montra les signes. Il parla du rythme cardiaque, des mains moites, de la couleur de la peau, mais tout ce qu'il entendit, ce fut « Dr. Harris, les tests sont dans le système, mort cérébrale, il n'y a aucune raison de changer le protocole. » Il a insisté. « Mais elle est vivante, je l'ai vue, je l'ai sentie, je ne l'imagine pas. » L'un des patrons a juste levé les yeux de son écran et a dit d'une voix sèche « Si vous continuez, nous devrons ouvrir une enquête contre vous. » Michael a pris une profonde inspiration, a quitté le bureau et est resté un moment dans le couloir. Personne ne le suivit. Il était seul, totalement seul. C'est alors qu'il décrocha le téléphone, appela directement la police, leur demanda de venir et leur raconta tout sans rien cacher. Il ne savait pas s'ils allaient le croire. Il savait juste qu'il ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. 40 minutes plus tard, la voiture de patrouille arriva. La porte principale de l'hôpital venait à peine de s'ouvrir qu'il était déjà là. Le détective Ulysses portait un manteau épais et marchait lentement, le visage marqué par le temps. Il avait environ 60 ans. C'était un homme qui avait vu beaucoup de choses et qui doutait donc de presque tout. Michael a été direct. « J'ai besoin que vous veniez avec moi. Il y a une patiente qui est en vie et ils veulent continuer comme si elle ne l'était pas. » Ulysse a haussé les sourcils avec le regard de quelqu'un qui entend des choses folles tous les jours. « Docteur, vous savez que c'est grave. »« Je ne sais pas. » répondit-il. Michael était ferme. C'était la première fois qu'il appelait la police pour un truc comme ça. C'était la première fois que quelqu'un bougeait les doigts et le cœur même après avoir été déclaré mort. Ulysse se gratta la barbe. Son regard était dubitatif, mais avec une étincelle de curiosité. Il suivit Michael jusqu'à la zone chirurgicale. Ils passèrent devant l'équipe qui murmurait déjà dans les coins. Ils arrivèrent dans la chambre où se trouvait la jeune fille. On l'avait ramenée dans son lit, couverte jusqu'au cou, toujours sous l'effet des sédatifs. Michael la désigna. C'est elle. Personne ne connaît son nom. Elle est arrivée sans papier, mais elle est vivante. Pas seulement dans mon cœur. Elle est vraiment vivante. Ulysse s'approcha et la regarda fixement pendant un moment. L'hôpital m'a autorisé à t'appeler. Je ne t'ai pas appelé de mon propre chef. Et si je dois payer pour ça, je le ferai.
Le détective est resté silencieux, puis a pris une profonde inspiration, a sorti un petit carnet de sa poche et a commencé à écrire. « Je dois enregistrer ça et voir les tests, mais aujourd'hui, je vais rester ici par précaution. » Michael a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. « Merci. » La jeune femme fut ramenée à l'unité de soins intensifs, accompagnée du détective. Personne ne se réjouit. Il n'y eut aucun soulagement, seulement le silence. L'hôpital était silencieux au milieu de la nuit, les couloirs vides, les lumières éteintes. Seul le faible bourdonnement des machines au loin se répercutait sur les murs. Michael n'était pas parti. Il était assis à côté du lit de la jeune fille sans rien dire, se contentant de la regarder. Son visage était toujours calme, ses yeux fermés, sa peau pâle. Malgré tout, quelque chose semblait différent. Il pouvait le sentir dans l'air, dans la pièce, dans sa propre respiration. Le moniteur à côté du lit avait l'air bizarre, affichant des lignes droites constantes, comme c'est toujours le cas quand tout est calme. Mais tout à coup, ce n'était plus le cas. Il affichait des signes. On aurait dit que les machines fonctionnaient mal. Parfois, ça montait un peu, une variation presque imperceptible. Michael fronça les sourcils et s'approcha. La première fois que ça se produisit, son cœur s'emballa avant qu'il ne comprenne pourquoi. La ligne qui était droite bougea très légèrement, juste un peu, puis revint à la normale. Il ouvrit grand les yeux et se leva lentement, silencieusement, comme s'il ne voulait pas interrompre ce qu'il voyait. Quelques secondes plus tard, il y eut un autre mouvement, plus net, plus faible, certes, mais bien réel. Le battement de cœur était faible, mais toujours présent. Michael posa sa main sur l'écran comme s'il voulait le sentir sur sa peau. Puis, il s'effondra. Les larmes coulèrent sans distinguer criait gare. Il se couvrit le visage de ses mains, incapable de se retenir. « Qui es-tu » murmura-t-il, la gorge serrée. « Qui es-tu » Sa voix était brisée, presque comme celle d'un enfant, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il aimait déjà sans savoir pourquoi. Il se rassit, baissa la tête et pleura en silence. Il pleurait comme quelqu'un qui avait porté une douleur trop longtemps. Et maintenant, ce faible signal sur le moniteur était comme si le monde lui disait qu'il avait fait le bon choix. Le temps passa, des minutes, peut-être des heures. Michael resta là, les yeux encore humides, jusqu'à ce qu'il décide de regarder autour de lui. Il voulait en savoir plus sur elle, n'importe quoi, un nom, une histoire, quelque chose qui lui dirait qui était cette fille pour laquelle il était prêt à tout perdre. Dans un coin de la pièce, près du mur, il y avait un sac en plastique contenant ses affaires, celles qu'ils avaient récupérées le jour de l'accident. Michael s'en approcha et l'ouvrit lentement. Un vieux chemisier, un cahier mouillé, une chaussure de tennis cassée et au fond, un simple bracelet en tissu acheté au marché avec les lettres « Céleste » brodées à la main. Michael s'est arrêté. Michael a attrapé ce bracelet comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il l'a serré entre ses doigts et l'a lentement passé sur son visage. Il était petit et sentait la poussière, la route, quelque chose d'oublié, mais pour lui, c'était comme s'il avait toujours été à elle. Michael, comme s'il parlait à une fille qu'il n'avait jamais eue, se rassit à côté d'elle, attrapa le bracelet et, avec toute la délicatesse du monde, le posa à côté de sa main sur le lit. Puis elle posa son front sur ses doigts et ferma les yeux. Dehors, l'aube continuait. Les jours passaient lentement, comme si le temps à l'hôpital s'étirait. Michael allait et venait dans l'unité de soins intensifs comme s'il gardait un secret. Céleste était toujours là, immobile mais vivante, du moins pour lui, et même si tout cela était arrivé, personne ne se présentait. Pas de mère, pas de père, pas d'amis, pas d'appel, pas de larmes pour elle à part les siennes. Michael essayait de ne pas y penser, mais cela lui faisait plus mal qu'il ne l'imaginait. Comment une fille aussi jeune pouvait-elle disparaître comme ça ? Il se demandait où était sa mère, où était la personne qui dirait « c'est ma fille ». L'équipe sociale de l'hôpital a essayé de la retrouver. Ils ont vérifié les dossiers, appelé les refuges, croisé les données, mais sans résultat. La seule chose qui est apparue, c'était un vieux rapport provenant d'une petite ville, un peu vague, sans nom, sans photo, juste une mention d'un accident sur une route de campagne et la description d'une fille du même âge sans pièce d'identité. C'était tout. Michael serra fermement le papier froissé et regarda Céleste allongée là, et la question résonna douloureusement dans son esprit. Pourquoi personne n'était venu la nuit ? L'hôpital était calme, il pleuvait dehors, cette pluie fine qui frappe les fenêtres comme un doux cri. L'unité de soins intensifs restait silencieuse, avec ses bips constants et ses douces lumières bleues. Michael était chez lui, mais éveillé, agité, comme s'il sentait que quelque chose allait se passer.
Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, la sécurité de l'hôpital l'a appelé. « Docteur, vous devez voir ça », a dit le gardien avec un regard étrange, en fixant l'écran dans la salle des caméras. Michael, son café encore à la main, regarda le moniteur. C'était l'enregistrement des premières heures du matin. Juste à l'entrée de la zone des soins intensifs, une silhouette féminine mince, encapuchonnée, apparut. Elle marcha rapidement et entra sans que personne ne la voie. La caméra à l'intérieur la montre debout devant la chambre de Céleste. Elle reste là un moment, sans essayer d'entrer, juste en posant sa main sur la vitre. Puis elle touche sa poitrine, comme pour dire quelque chose, comme pour demander pardon ou pardon et force à la fois. Puis elle part, comme elle est entrée silencieusement sans laisser de traces. Michael met l'image en pause et essaie de voir son visage, mais il n'y arrive pas. La capuche cache presque tout. Seuls ses yeux sont visibles, et sa façon de marcher, comme si elle était fatiguée, comme si elle avait peur, comme quelqu'un qui fuit. « Personne ne l'a vu entrer », demande-t-il à voix basse. « Aucun employé, aucun enregistrement, rien », répond le gardien. Michael reste là, le cœur lourd, à fixer l'écran. Cette femme, il la connaissait. Il connaissait Céleste. Sa façon de se tenir, son silence, son regard à travers la vitre étaient ceux d'une personne qui aime, d'une mère. Mais pourquoi n'est-elle pas restée? Pourquoi n'a-t-elle parlé à personne? Pourquoi est-elle partie comme si elle ne voulait pas être vue? Il posa sa main sur l'écran, sur les yeux de cette femme à capuche, et murmura « Qui êtes-vous » Michael ne put dormir après cette matinée. L'image de la femme à capuche restait gravée dans son esprit comme une plaie ouverte, et ce mot qu'il avait lu dans l'ancien bulletin d'information de San Mateo del Sur commençait à le tourmenter. Il semblait l'appeler, comme pour lui dire « Viens ici, la réponse est ici ». Il fit une petite valise, y mit 2 chemises, prit les papiers de l'hôpital et partit sur l'autoroute. Personne ne l'avait envoyé, personne ne lui avait demandé de le faire. C'était parce qu'il le sentait, et parfois, les sentiments sont plus forts que la raison. Le trajet fut long, plus de 2 heures de route sur des routes en mauvais état, pleines de nids de poules, de poussière et de silence. La radio de la voiture diffusait une vieille chanson nostalgique, mais il ne l'écoutait même pas vraiment. Sa tête était là-bas, avec elle, avec la fille qui appelait encore quelqu'un sans dire un mot. Lorsqu'il passa le panneau de bienvenue à San Mateo del Sur, il sentit un frisson. C'était comme si l'air avait changé. La ville était petite, avec des maisons simples, des routes en terre battue et des gens qui marchaient lentement, regardant avec méfiance tout ce qui venait de l'extérieur. Il y avait un petit magasin au coin de la rue, une vieille église au centre et des enfants qui jouaient au foot sur un terrain en terre battue. Michael arrêta lentement la voiture, sortit et prit une photo du bracelet avec le nom Céleste dessus. Il le garda dans sa poche comme s'il s'agissait d'une carte. Il entra dans la petite boutique. « Bonjour. Connaissez-vous une fille qui s'appelle Céleste ?» Le propriétaire du magasin, un homme chauve, se contenta de le regarder et haussa les épaules, faisant semblant de ne rien avoir entendu. Il continua à couper du fromage. Michael dit merci, même si personne ne lui répondit. Il partit et tenta sa chance auprès d'une femme à la porte de sa maison, qui tenait un enfant dans ses bras. Elle regarda le sol, secoua la tête et rentra sans rien dire. Il a essayé 2 ou 3 fois de plus. Les gens détournaient le regard, fermaient leurs fenêtres, changeaient de sujet. Michael a commencé à ressentir un frisson dans la poitrine, une tristesse amère, jusqu'à ce qu'une fillette assise sur le trottoir, âgée d'environ 10 ans, pointe son menton vers un coin du village et murmure « Demande Doña Elena ». Elle habitait tout près. Michael la remercia avec un sourire fatigué et suivit l'indice. Il arriva devant une vieille maison en bois avec un portail en fer tordu. Il frappa et une femme âgée sortit, le corps voûté, un foulard noué autour de la tête, les yeux profonds qui avaient trop vu. « Bonjour », dit-il. « Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a dit que vous connaissiez peut-être une jeune femme nommée Céleste. » Elle est restée silencieuse, le visage immobile, seuls ses yeux réagissant, brillants, mais c'était rapide et discret. « Je ne la connais pas », a-t-elle dit fermement, avec un fort accent. Michael était sur le point de la remercier et de partir, mais elle a agrippé le portail, comme si son corps disait une chose et son cœur une autre. Avant qu'il ne parte, elle murmura doucement « Ici, on apprend à ne pas parler » et ferma le portail calmement, sans colère, seulement avec douleur.
Michael retourna à la voiture, s'assit au volant, posa sa tête sur le volant et resta là, silencieux à nouveau. Mais cette fois, le silence de la ville en disait plus que 1000 mots. Céleste était là, et quelque chose de très grave était arrivé. Le soleil commençait à se coucher lorsque Michael songea à abandonner. La ville ressemblait à un labyrinthe sans porte, fait de secrets et de peur, mais quelque chose en lui disait « Reste encore un peu, juste un peu plus longtemps ». C'est alors qu'il aperçut une femme assise à l'ombre d'une vieille terrasse, vêtue de vêtements simples, le regard calme mais attentif. Michael s'approcha prudemment, sans faire de bruit. « Bonjour, excusez-moi madame, je m'appelle Michael. Je suis médecin. J'essaie d'en savoir plus sur une fille qui s'appelle Céleste. » La femme resta silencieuse pendant un moment, très silencieuse. Elle se contenta de le regarder. Michael crut qu'elle allait détourner le regard, mais après quelques secondes, elle baissa la tête comme si elle avait besoin de rassembler son courage et répondit dans un murmure « Ne prononcez pas ce nom aussi fort. » Michael s'accroupit à sa hauteur. « On m'a dit qu'elle vivait ici, qu'elle était originaire de cette ville. » La femme regarda autour d'elle, s'assura que personne n'était à proximité, puis parla doucement, comme si le vent pouvait l'entendre. La mère de Céleste a disparu il y a plusieurs mois. Michael sentit son sang se glacer. Elle avait disparu? Elle était partie une nuit sans valise, sans rien. On n'avait plus jamais entendu parler d'elle. Certains disaient que c'était à cause de son père. Un homme dur et froid au regard glacial. Les gens ici ont peur de lui. Michael a dégluti. Et la dame a mis un moment à répondre, mais elle a continué, toujours en regardant le sol, d'une voix basse et tremblante. Cette fille vivait dans le silence. Elle ne parlait à personne. Elle allait juste de la maison à l'école, la tête baissée, toujours avec un regard triste. Parfois, je la voyais assise près du puits, sans jouer, sans sourire, comme si elle portait un poids plus lourd que ce que ses épaules pouvaient supporter. Michael serra les poings, contenant sa colère. Personne ne faisait rien. La femme secoua lentement la tête. Ici, on apprenait à se taire par peur, par honte, par épuisement. Elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois. Si elle est encore en vie, elle a besoin de quelqu'un pour parler en son nom. Michael sentit une boule dans sa gorge. Sa main toucha la poche où se trouvait la photo du bracelet avec son nom. Le mot « Céleste » semblait brûler à travers le tissu. La voisine donna la dernière info avec crainte, regardant de côté comme si elle révélait un secret très dangereux. Elle dit que la famille Rivera vivait dans une maison isolée au bout du chemin de terre derrière la vieille église, qui était fermée et que personne ne voulait s'y rendre. Michael continua son chemin. La journée touchait à sa fin et la ville devenait silencieuse, comme si elle retenait son souffle. La maison apparut parmi les arbres, son bois abîmé par le temps, ses fenêtres couvertes de barreaux et son portail tombé sur le côté, rouillé. Un chien aboya au loin. Michael poussa lentement le portail qui grinça bruyamment, comme si la maison l'avertissait de ne pas entrer, mais il entra quand même. L'air était lourd, imprégné d'une odeur d'humidité et d'abandon. Le sol en ciment était cassé dans un coin du salon. Une poupée cassée et une sandale de fille couverte de boue. Michael monta les 2 marches de l'entrée, traversa une cuisine sombre, pleine de vieilles marques sur les murs, comme si quelqu'un avait frappé, donné des coups de pied et collé des objets à plusieurs reprises. Puis il vit la porte. C'était la seule pièce fermée de l'intérieur, mais avec une petite poussée, elle s'ouvrit. La pièce était petite, sans fenêtre. L'air à l'intérieur était vicié. Le papier peint déchiré présentait des taches d'humidité, et sur les murs étaient collés des dessins avec du ruban adhésif, certains cloués avec des clous faits de crayons de couleur et de papier de cahier, les bords froissés. Michael les regarda un par un. Un ange avec de très grandes ailes entourées de chaînes, une fille avec les mains liées et les yeux bandés, un autre dessin avec une porte fermée de l'intérieur et une femme qui pleurait à l'extérieur. Et une phrase écrite en grosses lettres griffonnées sur l'un des dessins. « Ma maison n'est pas un foyer ». Michael s'arrêta, le souffle coupé, la main tremblante, lorsqu'il toucha le matelas du petit lit qui était encore recouvert d'un vieux drap. Il poussa doucement et sentit quelque chose de dur en dessous. C'était un cahier froissé avec une couverture bleu clair déjà décolorée. Un journal intime. Il s'assit par terre et l'ouvrit lentement. Les pages étaient jaunisses mais lisibles, et les mots à l'intérieur faisaient mal. « Papa dit que je ne dois pas parler », lut Michael à voix haute, et son cœur se brisa. Ma mère crie quand elle ferme la porte, puis elle ne parle plus pendant des jours. Il tourna la page. Les dessins étaient doux, presque comme ceux d'une petite fille, avec des fautes d'orthographe, mais pleins de vérité.
Je voulais courir, mais mon cœur bat très doucement. Je ne peux pas jouer parce que mon cœur ne le supporte pas. Je ne peux que dessiner. La seule chose que je fais est regarder les autres enfants jouer. Je ne peux pas courir. Je ne peux rien faire. » Michael a mis sa main sur son visage et a pleuré doucement, silencieusement, comme elle avait sûrement pleuré de nombreuses fois sans que personne ne l'entende. J'ai demandé à Dieu de m'emmener, mais il me laisse ici. Les phrases courtes, les lettres tordues, les dessins tristes, tout là-dedans racontait une vie avec une douleur cachée, une fille qui avait peur de son père, avec son amour pour sa mère brisée et avec un cœur trop fragile qui essayait encore de battre. Michael a fermé le cahier lentement, comme s'il fermait un petit cercueil. Il l'a serré contre sa poitrine. Il est resté là, à genoux sur le sol de cette pièce, respirant bruyamment, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. La douleur de Céleste était partout, sur les murs, dans le silence, dans la poussière et maintenant en lui. C'était plus qu'un cas médical, c'était une vie que personne ne voyait, que personne ne voulait voir, mais lui l'avait vue et il ne l'oublierait jamais. Michael retourna à l'hôpital avec le journal serré contre sa poitrine, les yeux rouges, le corps fatigué, mais l'âme en feu. Il n'était plus la même personne qui était partie de là. Il avait maintenant plus que des soupçons. Il avait la douleur de Céleste, et il savait que quelque chose de très grave s'était passé. Il est allé directement aux soins intensifs. La fille était toujours là, inchangée, mais quelque chose en elle semblait plus léger, comme si elle avait senti de loin que quelqu'un avait enfin entendu ce qu'elle criait silencieusement depuis si longtemps. Michael resta immobile un instant, observant, puis marcha lentement dans le couloir jusqu'à ce qu'il trouve Carmen, l'infirmière la plus âgée, les mains pleines d'histoire, les yeux ayant vu ce que beaucoup de gens prétendent ne pas exister. Elle était assise en train d'écrire sur un tableau lorsqu'elle vit Michael. Elle baissa la tête. Michael tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Carmen, j'ai besoin de connaître la vérité depuis le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette fille ?» Elle regarda dans le couloir, s'assura que personne n'écoutait, puis parla d'une voix douloureuse. Elle est arrivée inconsciente. Oui, mais il y avait quelque chose de bizarre. Les tests étaient encore en cours, les protocoles étaient encore en cours. Et pourtant, il se préparait déjà pour le don d'organes. Michael fronça les sourcils. Comment était-ce possible, avant même d'avoir les résultats définitifs? Carmen ferma les yeux un instant, comme si elle gardait un secret de longue date. Quelqu'un voulait précipiter les choses. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci, c'était différent. Je l'ai vu. La fille respirait lentement, mais elle respirait. Michael sentit sa poitrine se serrer. Carmen, c'est un crime, je sais, et c'est pour ça que je me suis tue, parce qu'ici, ceux qui parlent trop disparaissent de l'équipe. Tu comprends? Michael baissa la tête et serra les poings. Le même jour, Ulysses, le détective, l'appela dans une pièce privée. Son visage était sérieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait « Tu avais raison. J'ai revu les dossiers et je les ai comparés au registre d'admission. Il y a quelque chose de louche ici, docteur. » Michael se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Les tests neurologiques de la fille ont été modifiés. Il y a un test qui montre un résultat très faible, presque invisible, mais suffisant pour empêcher un don d'organes immédiat. Seulement, ce document a disparu. Ils l'ont remplacé par un autre marqué « Aucune activité ». Michael se tut. Son cœur battait très vite. Ulysse a continué. « On a aussi découvert quelque chose d'encore plus grave. Elle a une maladie cardiaque rare. Son cœur bat très faiblement, très doucement, presque inaudible avec un équipement normal, mais il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est jamais arrêté. » Michael a écarquillé les yeux. Elle n'était donc pas morte. Ulysse a pris une profonde inspiration, puis a dit fermement « Elle ne l'a jamais été. » Le monde de Michael s'est mis à tourner. Céleste était en train d'être préparée à mourir intentionnellement, avec de faux documents, à la hâte, parce que personne ne la réclamait, parce qu'elle était invisible, et il avait failli laisser cela se produire. Il se leva lentement et regarda par la fenêtre de la chambre, où la lumière de l'après-midi brillait dans les couloirs de l'hôpital. Et à ce moment-là, il fit une promesse silencieuse. Cette fille allait vivre, même s'il devait tomber avec elle. Le nom de Belmont avait été entendu dans les couloirs pendant des années, une voix discrète, un murmure rapide, un commentaire échangé dans la salle de pause, mais personne ne l'avait jamais vraiment confronté.
C'était le genre de médecin qui portait toujours une blouse propre et gardait la tête haute. Un chirurgien célèbre, un conférencier primé, respecté. Tout le monde l'appelait le médecin miracle. Mais derrière cette renommée, il y avait autre chose. Une froideur qui ne transparaissait pas sur les photos. Michael avait toujours gardé ses distances, mais maintenant tout le menait à lui. Le nom de Belmont était sur le protocole d'autorisation de don d'organes de Céleste. C'était lui qui avait signé le rapport final. C'était lui qui avait autorisé la procédure, même si l'examen n'était pas clair, même si la patiente respirait encore, même si c'était très peu. Michael a commencé à examiner les dossiers. D'autres cas similaires sont apparus. Des personnes sans famille, sans papier, sans défense. Tout était trop rapide, trop efficace. Carmen, l'infirmière, parlait presque dans un murmure. Le docteur Belmont n'aime pas attendre. Il dit que la liste d'attente pour un organe est très cruelle, mais il y a des choses qui ne collent pas. J'ai vu des donneurs qui ont été libérés avec des examens incomplets. J'ai vu des familles qui ne voulaient pas savoir. J'ai vu beaucoup de précipitations, trop de précipitations. Michael était assis seul dans le bureau avec tous les papiers sur la table. Il transpirait à grosses gouttées. Il savait à quel point ce qu'il avait entre les mains était grave. S'il continuait ainsi, Belmont tomberait, mais avec lui, d'autres tomberaient aussi, et lui-même pourrait être entraîné dans la chute. « Si je dis quoi que ce soit, je risque de tout perdre », marmonna-t-il en fixant le vide. À ce moment-là, Michael eut l'impression d'être au bord d'un précipice. D'un côté, il y avait toute sa carrière, bâtie à force d'efforts, de nuits blanches et de peurs tues. De l'autre côté, il y avait une fille, une seule, mais elle pourrait être la première d'une longue série. Jusqu'à récemment, Céleste n'avait pas de nom, mais maintenant elle avait un visage, une histoire, une douleur, et il en savait trop pour faire semblant de ne rien savoir. S'il restait silencieux, personne ne le dérangerait. L'hôpital resterait paisible. Belmont continuerait d'être applaudi lors des conférences. Mais Céleste allait mourir. Peut-être pas aujourd'hui, mais elle allait mourir, et d'autres aussi. Michael posa sa main sur sa tête, prit une profonde inspiration et sentit ses yeux se remplir de larmes, non pas de peur, mais d'épuisement et d'impuissance. « Et si c'était ma fille ?» dit-il à voix basse, comme si quelqu'un de l'autre côté de la vie pouvait répondre à son dilemme. Ce n'était pas seulement professionnel, c'était humain, c'était éthique, c'était un cri venant du fond de son cœur. Et maintenant, il devait choisir, un silence confortable ou une vérité douloureuse. La lumière du matin filtrait doucement à travers le rideau de l'unité de soins intensifs. Il était tôt, presque personne n'était encore arrivé à l'hôpital. Michael avait passé une autre nuit blanche. Il ne savait plus combien de fois il s'était assis là, tôt le matin, à côté de ce lit, pour parler à Céleste, même si elle ne répondait pas. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Il entra dans la chambre, comme d'habitude. En silence, s'assit lentement, sortit de sa poche le journal intime qu'il avait trouvé dans la chambre fermée à clé, passa ses doigts sur la couverture usée, lut une phrase à voix basse. Mon cœur bat très doucement, referma le cahier et la regarda. Le visage de Céleste était le même, immobile, comme tous les jours, des mèches de cheveux tombant sur son front, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, soutenue par les machines. Michael ne savait plus s'il parlait pour elle ou pour lui-même, mais il dit « Je suis là, tu sais, je ne pars pas ». Il baissa la tête et resta silencieux, la main posée sur la sienne. Puis quelque chose de si petit, mais de si fort, se produisit. Ses paupières bougèrent lentement, presque imperceptiblement, un léger tremblement, comme si les yeux à l'intérieur essayaient de s'ouvrir un peu dans l'obscurité. Cela ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant. Michael l'a vu et pendant une seconde, il a cru qu'il rêvait. Il s'est redressé brusquement. Incapable de respirer, il a regardé son visage et là encore, il y a eu un léger mouvement, une réaction réelle, vivante. Il s'est agenouillé. « Tu es là, ma fille !» Sa voix était étranglée par les larmes. « Attends, s'il te plaît, attends encore un peu. » Il retira ses mains et les porta à son visage, comme s'il essayait d'arrêter un cœur sur le point d'exploser. « Ne pars pas. Tu ne peux pas partir maintenant. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Il s'approcha et toucha son front avec le sien, très tendrement, les yeux fermés. « Pardonne-moi d'être arrivé en retard, mais tu n'es plus seule, Céleste. » Des larmes tombèrent sur le drap blanc et coulèrent le long de son bras, comme si elles voulaient la réveiller avec amour. Ce moment, ce simple clignement des yeux, suffit pour que tout revienne. L'espoir,
la foi, la certitude que même si elle était faible, blessée, oubliée, Céleste était toujours là, et tant qu'elle le voudrait, il se battrait jusqu'au bout. Il pria pour elle, demanda à Dieu, plaça le journal intime entre ses mains et resta là quelques minutes de plus, à la regarder simplement. Le lendemain, Michael revint tôt à l'hôpital. Il portait cette petite victoire dans son cœur. Mais le monde semblait prêt à tout effacer. Il entra doucement dans la chambre, le journal intime déjà en tête, voulant relire ses phrases comme quelqu'un qui se souvient d'un appel à l'aide. Il voulait les montrer, prouver que Céleste n'était pas juste un corps, mais quelqu'un qui ressentait, écrivait, demandait de l'aide. Et il l'avait gardé précieusement, toujours au même endroit, sous son oreiller, enveloppé dans un tissu blanc. Mais ce jour-là, il avait disparu. Michael chercha calmement, puis avec urgence. Il retira le drap, souleva le matelas, ouvrit le placard. Rien. Le journal avait disparu. Il se figea. Il courut à la réception et demanda à Carmen, l'infirmière de service. « Carmen, avez-vous vu le journal? » « Le sien ?» Elle secoua la tête, les yeux écarquillés. « Docteur, il était là hier. Je l'ai vu moi-même. Je le jure sur tout. » Michael prit une profonde inspiration, essayant de ne pas exploser. Il se rendit dans la salle des médecins, fouilla les tiroirs, appela ses collègues, posa des questions. Personne ne savait ou faisait semblant de ne pas savoir, jusqu'à ce qu'une idée lui vienne à l'esprit. Elle fut rapide, claire comme un coup de couteau. Belmont revint d'un pas lourd dans le couloir et entra dans son bureau sans frapper. Belmont était assis là, en train de lire des papiers, l'air trop calme pour quelqu'un qui était coupable. Il ne broncha même pas. « Docteur », dit Michael sans lever les yeux, « y a-t-il un problème ?» Michael fut direct. Le journal a disparu, celui qui appartenait à la jeune fille, Céleste. Belmont leva lentement les yeux. « Le journal? Quel journal ?» Michael s'approcha de lui, le visage tendu. « Ne jouez pas avec moi. Il était là, avec tout ce qu'elle avait vécu. Je sais que quelqu'un est entré dans la chambre et l'a pris. » Belmont ferma calmement le dossier et croisa les mains sur le bureau. « Docteur, vous accusez quelqu'un sans aucune preuve. » Michael hésita. Son sang bouillait, mais il en était conscient. Il savait qu'il était piégé. Il n'y avait ni caméra, ni témoin, juste le vide où seule la voix de Céleste avait résonné. « Si vous êtes impliqué dans cette affaire, » dit Michael en ravalant sa colère, « vous avez effacé la seule chose qu'elle a écrite, la seule chance qu'elle a eue d'être entendue. » Belmont sourit légèrement. « Docteur, dans cet hôpital, on travaille avec des faits, pas avec des sentiments. » Michael avait l'impression que le monde tournait autour de lui. Il quitta le bureau sans dire un mot. Il marcha jusqu'au bout du couloir et s'appuya contre le mur. Il resta là, immobile, les yeux rouges, la gorge serrée. Il n'avait aucune preuve, et il savait que sans le journal, personne n'écouterait Céleste, du moins pas encore. La nuit tomba lentement, avec ce calme étrange qui précède la tempête. Michael était assis à côté de Céleste, la tête posée sur le bord du lit, les yeux presque fermés. La journée avait été très dure. L'épuisement n'était plus seulement physique, il était dans son âme, une fatigue qui ne vient que lorsque l'on porte plus que ce que l'on peut supporter. La chambre était sombre. Seule la lumière bleue du moniteur clignotait faiblement, comme une étoile qui ne veut pas cesser de briller. Le silence était si intense qu'on pouvait entendre le bruit des tubes des machines qui respiraient pour elle. Puis quelque chose rompit le silence. C'était doux, un murmure. « Maman ». Michael ouvrit grand les yeux. Il se leva lentement et regarda son visage. Ses lèvres bougèrent. « Maman ». Sa voix était faible, indistincte, mais c'était bien elle. Un seul mot, mais il venait du plus profond d'une fille qui était allongée là depuis des jours sans rien dire. Michael tomba à genoux. « Tu es là », dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Ma fille, tu es là ». Les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Il lui a pris la main et l'a approchée de son visage, comme pour lui dire « Reste encore un peu, s'il te plaît ». Ce mot, maman, n'était pas juste un appel, c'était un cri étouffé d'une fille qui avait enduré plus de souffrances qu'on ne peut en compter. C'était la preuve que Céleste se battait encore, même si elle n'avait plus de force, même si elle n'avait plus de voix. Elle voulait vivre et elle voulait sa maman cette nuit-là. Michael n'a pas dormi. Il est resté debout à regarder la ville par la fenêtre de l'hôpital sans rien savoir. Et c'est là qu'il a pris sa décision. Il ne pouvait pas attendre que justice soit faite à l'intérieur de l'hôpital. Pas avec des documents qui disparaissaient, des gens puissants qui cachaient tout et le silence qui obligeait ceux qui voulaient aider à se taire. Il était temps de parler.
Le lendemain matin, il a appelé un journaliste qu'il connaissait et lui a tout raconté. Il a dit qu'il ne voulait pas la célébrité, qu'il ne voulait pas de récompense, qu'il ne voulait pas la guerre, qu'il voulait juste que le monde entende cette fille une seule fois. Quelques heures plus tard, Michael était devant les caméras, vêtu de sa blouse, les yeux fatigués mais déterminés, et il a dit « Elle s'appelle Céleste, elle a 19 ans, elle a été déclarée morte, mais elle est en vie. Je l'ai vue, je l'ai sentie. Elle a un collier avec son nom écrit à la main. Elle avait un journal intime où elle racontait les abus qu'elle avait subis. Elle a disparu comme elle aurait disparu si j'étais resté silencieux. » Il a montré le bracelet et a parlé de la première fois où son cœur a battu sur la table d'opération, des doigts humides, des yeux qui s'ouvraient, des mots qu'il a prononcés, et il a terminé d'une voix tremblante. Elle est toujours là, mais elle a besoin d'aide, pas seulement d'aide médicale, mais d'aide humaine. Elle a besoin qu'on la voie. L'interview a été diffusée le soir même, et personne ne l'a ignorée. Tout le pays a enfin entendu Céleste. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Michael est entré dans la pièce. Le couloir était encore vide, mais l'hôpital n'était plus le même depuis l'interview. Il le savait, il le savait, il le sentait dans les regards, dans les chuchotements, dans le poids différent que le mot « Céleste » avait désormais. Il a pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il savait seulement que son cœur battait différemment. En entrant, il s'est arrêté. Les yeux de Céleste étaient ouverts. Je ne suis pas entré. Ouvert, immobile, vraiment ouvert, clair, présent. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Michael était sans voix. Ses mains tremblaient et son cœur semblait sortir de sa gorge. Il s'est approché avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse là, comme dans un rêve. Elle clignait lentement des yeux, respirait avec difficulté, mais elle était là, regardant le plafond, sentant la lumière, le monde, la vie. Michael s'agenouilla à côté du lit, posa son front sur sa main, et les larmes coulèrent sans honte, sans hâte. Elle tourna légèrement la tête, ses lèvres bougèrent faiblement, mais on entendit « Où est-ce ma maman ?» Sa voix était si fragile, comme si elle avait traversé une forêt sombre en rampant juste pour pouvoir dire cette phrase. Michael ferma les yeux. Cette question était tout. C'était l'espoir, c'était la peur, c'était la nostalgie, c'était l'amour et c'était la douleur. Beaucoup de douleur. Il lui a tenu la main avec précaution. « Je t'ai entendu, ma fille, je t'ai entendu. » Mais il ne pouvait pas répondre à la question parce qu'il ne savait pas pourquoi ça faisait mal, parce que ce qu'elle voulait n'était peut-être pas encore là. Céleste ne pleura pas. Elle resta simplement allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond comme quelqu'un qui attend, comme quelqu'un qui endure, comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose de plus grand qu'une simple guérison physique. Michael resta là avec elle. Il ne dit rien d'autre. Il resta simplement parce que parfois, rester est tout ce dont quelqu'un a besoin. Dans cette chambre, il n'y avait plus seulement une patiente. Il y avait une survivante, une fille, et c'était ça le miracle. Elle était revenue, mais avec la vie, la douleur était aussi revenue, la question douloureuse, l'absence pesante, et pourtant c'était le premier pas, le premier souffle d'une histoire qui avait encore besoin d'une fin. Et Michael serait là jusqu'à la fin. Quelques jours après l'interview, l'hôpital a été submergé d'appels, de messages, de gens venus de loin pour offrir leur aide. Céleste n'était soudainement plus invisible. Elle avait un nom, un visage, une histoire, et tout le pays voulait savoir où était sa mère. Michael essayait de se concentrer sur ce qui était important, être à ses côtés, la protéger, la rassurer. Mais cette question revenait sans cesse, et ça faisait mal. Ça lui faisait mal, et ça lui faisait mal aussi. Puis, par un matin froid, un coup de fil a tout changé. Une assistante sociale a appelé depuis un refuge à la campagne. Sa voix tremblait, mais elle était pleine d'espoir. Elle a dit qu'une femme était arrivée là-bas, maigre, tremblante, avec des marques sur le corps et le visage. Elle était arrivée tranquillement, parlant à peine, mais après avoir vu les infos, elle s'était effondrée et avait dit que sa fille s'appelait Céleste. Michael a pris la voiture le jour même et a roulé toute la journée. Il ne se sentait pas fatigué, seulement pressé, craignant qu'il soit trop tard ou qu'il ne puisse pas supporter ce qu'il allait entendre. Quand il est arrivé, ils l'ont conduit dans une petite pièce qui sentait l'humidité et le désinfectant. Dans un coin, assise sur une chaise en plastique, elle était là. La femme était maigre, les cheveux attachés à la va-vite, les yeux enfoncés, les bras croisés sur la poitrine, le regard entre l'alerte et le vide, comme quelqu'un qui s'était caché en lui-même pendant des années.
Michael s'approcha lentement, sans faire de bruit, et s'assit en face d'elle. « Je m'appelle Michael. Je suis médecin. Je m'occupe de votre fille. » Elle ne réagit pas tout de suite, baissant seulement la tête. Ses épaules tremblèrent, puis une question sortit, comme si c'était la première fois depuis longtemps. « Est-elle en vie ?» Michael acquiesça, les yeux remplis de larmes. « Oui, elle est en vie. » La femme porta la main à sa bouche et se mit à pleurer doucement, d'un sanglot brisé qui semblait venir du plus profond d'elle-même, de toutes ces années de peur, de silence et de douleur cachée. « Je me suis enfuie, » dit-elle entre deux sanglots. « Son père nous battait et criait, et un jour, j'ai pensé qu'il allait me tuer et faire du mal à Céleste, alors je suis partie. Je me suis enfuie avec ce que je pouvais, mais elle est restée derrière. Je ne pouvais pas l'emmener avec moi. » Michael s'approcha d'elle et lui toucha doucement le bras. « Tu as fait ce que tu pouvais, et maintenant, elle a besoin de toi. » Sa mère le regarda, les yeux grands ouverts, meurtrie, mais vivante. Elle demanda « Est-ce qu'elle a demandé après moi ?» Michael ne put retenir ses larmes. Il prit une profonde inspiration et dit que le premier mot qu'elle a prononcé était « maman ». La femme s'effondra, elle s'agenouilla sur le sol de la pièce, pleurant, le visage caché dans ses mains. Et là, sur le sol froid du refuge, une mère renaissait. Parce que parfois, un miracle, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est savoir que même après tout ce qui s'est passé, il y a encore quelqu'un qui vous attend. Le couloir était silencieux. Ce n'était pas le silence habituel de l'hôpital, fait de moniteurs et de pas précipités. C'était un autre genre de silence, plein d'attente. Michael marchait lentement à côté d'elle. La femme, la mère de Céleste, les cheveux attachés comme si elle portait une blouse empruntée au refuge, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, mais avec quelque chose dans la poitrine que personne ne pouvait expliquer, une force que seule une mère connaît. Chaque pas qu'elle faisait semblait peser le poids d'une vie. Michael marchait à côté d'elle, mais il savait que ce chemin était le sien seul. La porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrit lentement. Carmen était déjà là, en train d'attendre. Elle regarda Michael, la gorge serrée, puis fit de la place pour que la mère puisse entrer. Céleste était allongée là, les yeux ouverts, encore faible mais alerte, le tube n'était plus dans sa bouche, l'air entrait lentement. Elle ne savait pas qui arrivait. Elle entendit seulement des pas, puis vit Michael. Il resta derrière, Carmen à ses côtés. Personne ne dit rien. La femme se tint devant sa fille. Elle ne parla pas et ne pleura pas tout de suite. Elle se contenta de la regarder, essayant de comprendre s'il s'agissait d'un rêve ou d'un miracle. Céleste resta également silencieuse. Ses yeux brillaient. Les larmes vinrent avant sa voix. Il n'y eut pas de mots, seulement le regard de quelqu'un qui avait attendu toute sa vie ce moment. Puis la mère s'approcha, se pencha et, les mains tremblantes, toucha lentement le visage de sa fille, comme si elle était encore un bébé. Céleste a fermé les yeux, et une larme est tombée, puis une autre, et encore une autre, puis l'étreinte a eu lieu. Une étreinte pas seulement entre deux personnes, mais une étreinte de guérison, de pardon, de retrouvailles et de soulagement. Michael n'en pouvait plus et s'est appuyé contre le mur, les larmes aux yeux. Carmen s'est approchée sans dire un mot et lui a pris la main fermement, comme pour dire « Tu l'as ramené ». Le temps s'est arrêté dans cette pièce. Les machines continuaient à biper, les appareils faisaient leur bruit habituel, mais à l'intérieur, tout était silencieux, un silence qui criait l'amour, un amour qui n'avait pas besoin de mots. Quelques jours après les retrouvailles, l'hôpital qui était auparavant plongé dans le silence était rempli de voix fortes, non pas celles des patients, mais celles des chercheurs, des délégués et des journalistes. L'ambiance était différente. Les murs, qui avaient autrefois été complices de ce qui était caché, tremblaient maintenant sous le poids de la vérité venant de l'extérieur. Michael était assis dans le bureau du directeur lorsqu'il entendit plusieurs pas fermes. Une présence lourde envahit l'étage. Il se leva lentement, se dirigea vers la porte et vit Belmont, en tenue de combat, menotté, avec 2 policiers à ses côtés et un délégué devant lui, le regard de pierre. Tout le monde dans le couloir le regardait. Les infirmières, les médecins, les patients, personne ne disait rien, ils se contentaient de le fixer. Belmont gardait le menton levé, mais ses yeux savaient qu'ils étaient vaincus. Carmen s'approcha de Michael et lui parla à voix basse. Ils ont trouvé les documents, de faux rapports, des protocoles modifiés, plusieurs noms de patients qui n'avaient jamais été correctement examinés. Michael ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Céleste avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Son cas avait ouvert la boîte de Pandore.
Les journaux ont rapidement publié le titre suivant. Un médecin célèbre arrêté pour avoir accéléré des transplantations à l'aide de faux documents. Mais ce que personne n'a vu, c'est ce qui se passait derrière ce titre. Des collègues mis à l'écart, des infirmières qui savaient mais se taisaient, des administrateurs qui détournaient le regard, tombant les uns après les autres comme des dominos. La justice n'a pas été rapide, mais elle a été juste. Carmen s'est approchée de Michael et lui a parlé à voix basse. Ils ont trouvé les documents, de faux rapports, des protocoles modifiés, plusieurs noms de patients qui n'avaient jamais été correctement examinés. Michael ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Céleste avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Son nom avait ouvert la boîte de Pandore. Michael a vu des collègues mis de côté, des gens qu'il connaissait depuis des années, des infirmières qui savaient mais se taisaient, des administrateurs qui détournaient le regard, tombant les uns après les autres comme des dominos. La justice n'était pas rapide, mais elle était juste, et là, au milieu de tout ça, il ne ressentait aucun soulagement. Il ressentait un vide parce que la douleur qui avait conduit à tout ça venait de personnes qui ne pouvaient plus raconter leur histoire. Céleste avait survécu, mais combien n'avaient pas survécu pendant qu'ils emmenaient Belmont? Michael n'a pas crié, il n'a pas pointé du doigt, il a juste regardé et pensé à une phrase qui tournait en boucle dans sa tête depuis le début. Si c'était ta fille, la laisserais-tu partir? Michael est entré dans le bureau de la direction pour la dernière fois, le visage calme mais le regard fatigué. Il n'avait plus la même urgence qu'avant, ni la même étincelle dans les yeux. Il marchait lentement, comme s'il portait un poids bien plus lourd que ses épaules ne pouvaient supporter, et lorsqu'il s'assit sur la chaise devant les papiers, il parla doucement, presque comme s'il demandait pardon. « J'ai besoin d'un peu de temps. » Personne ne discuta, personne ne dit rien. Tout l'hôpital savait. Il savait qu'il avait atteint ses limites, qu'il avait porté un enfant sur ses épaules, pendant que tout le monde détournait le regard, et qu'il avait maintenant besoin de respirer. Il est parti la tête haute, sans faire d'histoire, sans discours, seulement avec le silence de quelqu'un qui avait fait ce qu'il fallait, même si ça lui coûtait cher. Il emportait avec lui une photo du bracelet de Céleste et, dans son cœur, quelque chose d'inexplicable. Il n'a pas quitté la ville, ni disparu. Il a juste arrêté de porter sa blouse de médecin. Mais chaque jour, sans faute, il arrivait à l'hôpital avec un livre sous le bras. Parfois, c'était un roman, parfois une bande dessinée, d'autres fois, juste un cahier vierge. Il s'asseyait à côté du lit de Céleste et lisait tranquillement, calmement, comme si chaque mot pouvait guérir les autres. Certains jours, il apportait de petites fleurs roses, colorées et simples, et les mettait dans un verre d'eau à côté du lit. La salle de soins intensifs n'était pas un endroit pour les fleurs, mais personne n'osait les enlever. Il apportait aussi des dessins faits par des enfants qui avaient entendu son histoire à la télé, des dessins de cœur, de sourires et d'anges. Michael les collait un par un sur le mur jusqu'à ce que sa chambre soit remplie de couleurs. Céleste était encore en convalescence, sa voix était faible, son corps était lent, mais ses yeux brillaient chaque fois qu'il entrait. C'était comme si le simple fait de le voir lui rappelait que la vie valait la peine d'être vécue. Michael n'était plus seulement un médecin, il était la présence, l'étreinte qui lui manquait, les soins qui l'avaient sauvé, la voix qui insistait quand le monde lui disait de se taire. Et même s'il n'avait plus son badge, même s'il était à l'extérieur, il était toujours là, car quand on aime sans rien attendre en retour, on n'a pas besoin d'un uniforme, il suffit d'être là. Les mois passaient lentement, chaque pas était prudent, comme si on marchait sur du verre. Céleste allait un peu mieux chaque jour, son corps se remettait doucement, mais son cœur était toujours fragile, et Michael le savait. Il l'avait compris dès le premier battement de cœur faible qu'il avait entendu le jour où tout avait commencé. Les tests ont confirmé ce qu'il soupçonnait déjà. Elle avait besoin d'une greffe, d'un nouveau cœur, et pas n'importe lequel. Le problème rare dont souffrait Céleste nécessitait un donneur presque parfait, et la liste d'attente était longue, très longue, mais elle attendait patiemment avec un espoir que seuls ceux qui ont frôlé la mort peuvent avoir. Michael attendait avec elle, assis à ses côtés, lui tenant la main, lui lisant des livres sur le courage et l'amour, jusqu'au jour où le téléphone a sonné. C'était Carmen. « Docteur, il est là », a-t-elle dit. Michael n'a pas compris tout de suite. « Il est là, le cœur, un donneur compatible. Je voulais vous le dire parce que c'est vous qui l'avez maintenu en vie. » Il n'a pas répondu, il a juste fermé les yeux et laissé le silence parler pour lui. Les préparatifs ont été faits rapidement mais avec soin. L'hôpital s'est mobilisé. Chaque infirmière, chaque médecin, chaque technicien,
Tout le monde savait ce que cette opération signifiait. Ce n'était pas juste une greffe de plus, c'était une chance de recommencer, une vie qui avait failli s'éteindre. Michael a demandé à être présent dans la salle d'opération et ils lui ont donné la permission. Quand ils ont emmené Céleste à la salle d'opération, elle avait les yeux ouverts et tenait fermement la main de sa mère qui marchait à ses côtés d'un pas tremblant. Michael suivait derrière, sans rien dire, regardant juste la porte de la salle d'opération. Céleste a tourné la tête et a murmuré « Je vais mourir ». Michael s'est penché vers elle et lui a souri, les larmes aux yeux. « Pas maintenant, tu vas vivre, vraiment vivre ». Elle lui a souri en retour, un sourire doux et fatigué, mais plein de foi. La porte s'est fermée et le temps a cessé d'exister. À l'intérieur, le temps a cessé d'exister. L'opération a commencé, longue et tendue. Chaque seconde semblait être une épreuve de patience. Les moniteurs remplissaient la pièce de son constant. Le scalpel effectuait ses incisions avec beaucoup de soin. Le changement était effectué avec précision, mais le silence était plus profond que n'importe quel instrument. Michael observait tout depuis la pièce voisine, derrière la vitre, les mains crispées, les yeux fixes, presque sans respirer. Des heures plus tard, lorsque tout fut terminé, il n'y eut pas de célébration, juste un soupir collectif, une bonne fatigue, celle qui survient après avoir sauvé une vie. Le nouveau cœur battait lentement mais fort, et pour la première fois depuis le début, Michael appuya sa tête contre le mur froid du couloir et pleura. Cette fois, ce n'était pas à cause de la douleur, mais à cause du soulagement, à cause de l'amour, à cause du miracle qui avait suivi. La lumière dans la pièce était douce. Le soleil pénétrait prudemment par la fenêtre, comme s'il savait que quelqu'un était à l'intérieur, se réveillant de l'obscurité. Céleste ouvrit lentement les yeux, tout semblait silencieux, comme si le monde l'attendait. Michael était assis là, dans le même fauteuil que d'habitude, les mains sur les genoux et le regard plein d'épuisement mais aussi d'espoir. Il vit qu'elle avait ouvert les yeux et cessa de respirer pendant un instant. Céleste dit, presque dans un murmure, et cligna des yeux. Ses yeux bougèrent lentement, reconnaissant l'endroit. Elle sentait son corps étrange, faible. Il y avait un poids sur sa poitrine, mais ce n'était pas de la douleur. C'était différent, comme si quelque chose de nouveau était en elle, qui battait. Sa voix sortit faiblement, presque sans son. « Je vais mourir ». Michael se leva lentement, s'approcha du lit et, les larmes aux yeux, sourit. « Pas maintenant, ton cœur bat fort ». Elle se tut. Ses yeux se remplirent de larmes, mais pas de larmes de peur. C'étaient des larmes de soulagement de quelqu'un qui comprenait enfin qu'elle était vraiment en vie. Céleste tendit les bras avec difficulté. Michael s'approcha d'elle et, à ce moment-là, elle le serra dans ses bras. Pas avec sa force physique, car son corps lui faisait encore mal, mais avec tout son cœur. Ce fut une longue étreinte silencieuse, une étreinte qui en disait plus long que n'importe quel mot. À ce moment-là, Michael n'était plus seulement le médecin. Il était l'homme qui avait cru en elle alors que personne d'autre ne le faisait, qui avait crié pour elle alors qu'elle n'avait plus de voix, qui s'était battu alors que tout le monde disait qu'il valait mieux abandonner. Elle posa son visage sur son épaule et murmura doucement « Merci ». Michael ferma les yeux et laissa couler ses larmes, car parfois, sauver une vie n'est pas accomplir un miracle, c'est simplement ne pas abandonner. Et là, entre les machines et les fleurs, à côté du lit, Céleste renaissait avec un nouveau cœur, un cœur nommé Michael. Et si elle était votre fille, si vous entriez dans une chambre froide et voyiez un corps allongé là, et que tout le monde disait que ce n'était qu'un numéro parmi d'autres, l'accepteriez-vous ou auriez-vous le courage d'écouter le silence comme Michael l'a fait ? Cette histoire vous a ému. Dis-nous dans les commentaires ce que tu ferais. Si tu entrais dans une chambre froide et que tu voyais un corps allongé là, immobile, et que tout le monde disait que ce n'était qu'un numéro parmi d'autres, est-ce que tu l'accepterais ou est-ce que tu aurais le courage d'écouter le silence, comme Michael l'a fait? Dis-nous dans les commentaires ce que tu ferais à la place de Michael ou à la place de la mère de Céleste. Aurais-tu la force de te battre contre tout et tout le monde? Ou resterais-tu silencieux par peur de perdre? Écris ce que tu as ressenti et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires. Une nouvelle vidéo arrive, pleine de vérité, de douleur, mais aussi d'espoir. Clique maintenant sur la vidéo qui apparaît sur ton écran. C'est une histoire vraie et profonde qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens. Ah, il y a des gens qui m'ont écrit après en disant qu'ils ne voyaient plus la vie de la même façon. Va la regarder, mais prépare-toi, car cette prochaine vidéo va aussi droit au cœur.